Bienvenue dans l'émission La Grande Interview. Notre invité aujourd'hui est M. William Bourbon. Il est l'avocat à la Cour et surtout connu pour les plaintes contre 3 chefs d'État de l'Afrique centrale. Monsieur Bourdon, je pense que c'est devenu comme une lutte de votre vie et la Cour de cassation vous a donné raison, je pense. C'est pas du tout une lutte de ma vie, Oui. j'en fais pas du tout une affaire personnelle. Oui. Moi, avec d'autres, l'association Sherpa que je préside, Transparence Internationale France, on milite pour la force du droit et l'application du droit, c'est tout. Et il y a des conventions internationales qui ont été ratifiées par la France, qui obligent les États à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour obtenir la restitution des avoirs détournés. Au terme de beaucoup de péripéties procédurales et judiciaires, on a obtenu cette décision de la Cour de cassation. J'en suis heureux, d'abord pour les populations africaines qui voient tous les jours un clan s'enrichir au détriment d'une population qui, elle, s'appauvrit. La Banque mondiale chiffre à des dizaines de milliards de dollars le montant des sommes qui s'évanouissent de cette région du monde. Donc non, c'est pas du tout la lutte de ma vie. Il y a bien d'autres combats, batailles que nous menons. Celle-là est importante, elle fait du bruit, mais je répète que je prends les choses froidement, de façon professionnelle, et je répète aussi qu'il n'y a pas d'acharnement particulier contre telle ou telle famille. C'est quand même pas de notre faute, de ma faute. Si ces chefs d'État ont choisi Paris pour acquérir un patrimoine immobilier luxueux, au vu et au su de tout le monde, c'est quand même pas de ma faute si le sentiment d'impunité qui les caractérise fait qu'il a été relativement facile de tracer ces biens. Ils auraient pu aller ailleurs. Ils ont choisi Paris. D'accord. Mais pour les peuples africains, vous pensez que le peuple ordinaire, il vous prend un peu comme un Robin de Bois, n'est-ce pas? Non, j'aime pas beaucoup ces qualificatifs, Robin des Bois, Don Quichotte. Moi, je suis un avocat de conviction. Oui. Et je crois, encore une fois, que quand on est avocat, même si la logique économique est importante, on ne peut pas être uniquement au service d'intérêts privés et qu'une partie de son activité peut et doit être dédiée à la défense d'un certain nombre de valeurs et de principes. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, l'objectif, c'est pas de mettre au pilori tel ou tel, c'est d'abord que ces avoirs soient restitués aux populations africaines par des procédés qu'il faudra d'ailleurs imaginer, qui pour l'instant n'existent pas, enfin qui sont en tous les cas en préfiguration. Et ce chantier, on va continuer à le mener, bien sûr. D'accord. Bon, ce que d'autres personnes ont posé comme question est que quand vous dites les patrimoines des chefs d'État africains, ici, ils ne sont pas les seuls. Oui. Et je peux vous dire, il y a les Saoudiens, il y a tout un groupe des Russes. Oui. Pourquoi avez-vous choisi uniquement ces 3 chefs d'État? J'ai déjà donné un élément de réponse. Oui. Il y a des chefs d'État et leurs clans qui ont pris beaucoup plus de précautions que les familles Bongo et Sassou Nguesso. Et moi, je ne suis pas enquêteur, je suis avocat. Oui. Là, il suffisait d'ouvrir les pages jaunes de l'annuaire pour voir une liste de Bongo adossée à des propriétés. Tellement le sentiment d'impunité était fort, tout ça s'est fait d'une façon totalement transparente. Les dirigeants russes ou les dirigeants des pays du Golfe s'y prennent très différemment. Et si demain, les équipes de Sherpa ont des éléments probatoires qui permettent d'engager des procédures contre d'autres chefs d'État de la planète, nous le ferons. Donc nous n'avons pas d'obsession particulière à l'égard de ces familles. Mais encore une fois, nous ne sommes pas responsables, ça serait fort de café, qu'on nous reproche les conséquences des choix qui ont été faits depuis des décades et des décades par ces chefs d'État et leurs clans et leurs familles, de choisir Paris, l'Île-de-France et la région niçoise pour acquérir ce patrimoine immobilier au vu et au su de tout le monde. Et je répète que ce n'est pas le cas des chefs d'État d'autres pays. Et d'ailleurs, nous allons continuer à travailler en direction d'autres pays, bien sûr. Donc, par exemple, vous avez pris ces 3 chefs d'État comme peut-être une cobaye dans la campagne que vous voulez mener. Non. Parce que si vous dites que vous allez avoir d'autres chefs d'État d'autres régions, comme les Russes, des gens du Moyen-Orient, vous commencez d'abord par eux avant d'étendre votre enquête. D'abord, ça n'est pas que moi. Oui, oui.
moi j'ai porté ces procédures, j'en ai eu l'idée au départ, Oui. avec la plainte déposée par Sherpa en mars 2007, et finalement Transparence Internationale France a repris le flambeau avec le succès qu'on sait. Il y a beaucoup d'avoirs d'autres chefs d'État qui ne sont pas du tout logés en France, qui sont logés à Hong Kong, à Singapour, en Autriche. Et c'est aux juristes et aux associations locales de faire le travail. Moi, je n'ai pas vocation à faire un travail planétaire. Si ça peut donner une direction et un message d'encouragement, tant mieux. Mais je ne vais pas me substituer, moi, aux juristes qui doivent faire leur boulot dans leurs pays respectifs. Mais quand vous dites que vous ne devez pas vous substituer en juriste dans des pays respectifs, vous le faites déjà pour le Congo, le Gabon. Oui, parce que c'est Paris, parce que la compétence du juge de Paris est fondée sur le fait que ce patrimoine immobilier qui se voit comme le nez au milieu de la figure, il est à Paris et dans la région niçoise. Good. Mais je vais vous poser une autre question. Par exemple, M. Rafik Hariri, il a un patrimoine, et ce n'est pas très loin d'ici. Mais pourquoi, par exemple, est-ce que c'est parce qu'il est du Moyen-Orient que vous n'avez rien dit? M. Rafik Hariri, je n'ai pas d'éléments qui me font penser qu'il a pillé le trésor public libanais. C'était un homme d'affaires extrêmement puissant, qui a gagné sa vie à travers des affaires internationales considérables. Si nous avions des éléments, si nous étions saisis par des ONG libanaises, on verrait bien. Vous avez convenance d'admettre avec moi, que ni M. Sassou Nguesso ni M. Bongo ne sont connus pour avoir été des hommes d'affaires ayant amassé de l'argent par des grands contrats internationaux. Je n'ai pas connaissance de ça, j'ai connaissance du fait qu'ils sont des chefs d'État et pas des hommes d'affaires. Good. Mais ce que moi je vous pose, parce que là c'est la question, on va revenir sur ça après. Mais quand vous dites par exemple que vous allez instruire, vous avez maintenant, c'est à peu près gagné parce que la Cour de cassation vous donne et Transparency International raison, dont il y aura peut-être dans les jours qui vont arriver un juge d'instruction qui serait nommé. Bon, si au cas où vous gagnez votre procès, comment alliez-vous distribuer l'argent de tous ces biens qui sont ici en France? Alors c'est une question extrêmement importante. D'abord, c'est pas moi qui vais le distribuer. Oui. S'il y a un procès et si certaines personnes sont jugées, on en est loin. Ça va être une course d'obstacles, ça va être compliqué, ça ne va pas plaisir à tout le monde. Oui. Il va y avoir des bâtons dans les roues qui vont être mis ici ou là. Bon. Il faudra imaginer une institution financière publique dédiée à l'administration et à la restitution de ces avoirs détournés. C'est certainement pas le juge d'instruction qui va le faire. On ne va pas le renvoyer aux bénéficiaires de ces infractions. Ça serait quand même, vous admettrez, assez paradoxal. Donc il faut prévoir en quelque sorte une sorte de banque humanitaire ad hoc qui sera chargée, sous contrôle international, sous contrôle des grandes ONG, de la mise à disposition, non pas des familles concernées, mais de la mise à disposition des populations pour financer des grands projets dans l'intérêt général, pour la réhabilitation des services publics, de l'éducation hospitalière, etc. All right. Donc vous faites comme Robin de Bois, alors vous prenez et puis vous distribuez comme... vous avez mis les charrues avant les bœufs. Ben, j'ai pas mis la charrue avant les bœufs, il ne s'agit pas du tout de ça. Non, j'ai mis les bœufs avant la charrue, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que on essaie de faire en sorte que ces biens soient appréhendés et pour qu'ils soient remis aux populations qui souffrent de l'appauvrissement que vous voyez, vous, tous les jours, quand vous vous promenez en Afrique, du fait de cet enrichissement de quelques personnes privées. Good. Quand on a commencé cette interview, vous avez dit les autres pays, vous ne vous intéressez pas parce que là-bas, il n'y a pas une association qui vous est... Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit... Qu'est-ce que vous avez dit? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, pour ces chefs d'État, que la chose soit bien claire pour les auditeurs, nous ne sommes pas responsables, ni vous ni moi, du fait qu'ils ont choisi la France pour exposer le fruit de ce que nous considérons être un pillage des ressources nationales. Nous ne sommes pas responsables de ce fait, ni vous, ni moi. Exactement. Bon, ça c'est un constat factuel, objectif. Il y a sans doute, très certainement d'autres chefs d'État qui détournent de l'argent. Moi je suis français et je n'ai pas compétence pour instruire ces procédures, pour les provoquer dans le monde entier. Donc, si cette procédure peut ouvrir des perspectives à d'autres juristes, il y a évidemment d'autres populations et d'autres ONG qui s'en féliciteraient. Je vous rappelle, cher monsieur, quand même, que la convention adoptée par l'ONU, dite de Convention de Mérida, ratifiée par la France et par bon nombre de pays, fait obligation aux États de la planète de faire en sorte que soient restitués aux populations concernées les avoirs détournés. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le droit international qui le dit. C'est la Convention de Mérida qui le dit? Absolument. Et alors, quand la Convention de Mérida dit qu'il faut restituer à la population, comment ça va se passer? Parce que vous-même, vous saviez que dans ce pays, comment ça va, on va... C'est dans une banque qui serait créée ou comment on va... Je viens de vous donner un élément d'explication. Il faudra imaginer, tout ça demande
beaucoup d'imagination, et on en est loin pour l'instant, mais il faudra imaginer une institution spécifique qui sera chargée d'organiser la restitution au profit des populations concernées. Il y a déjà un précédent dans les fonds, dit les fonds kazakhs. L'ancien dictateur kazakh avait pillé une partie des ressources nationales, et les fonds qui ont été appréhendés en Suisse ont été restitués, mais d'une façon qui a garanti leur utilisation au bénéfice de grands projets humanitaires, de grands projets collectifs, c'est-à-dire au bénéfice des populations. OK. Ce que beaucoup des hommes et des femmes ordinaires en Afrique, par les chefs d'État, pour vouloir savoir, comment avez-vous commencé pour vous intéresser à ces groupes de chefs d'État? Écoutez, c'est assez simple. Moi, c'est assez simple et compliqué. Il y a eu un rapport en 2006 du CCFD, un rapport sur la bière Malaki, qui faisait un inventaire de ce qui apparaissait comme la traduction de ce pillage des ressources publiques, patrimoine immobilier. Bon. Et l'idée m'est venue que ce patrimoine immobilier pouvait recevoir la qualification de recel. C'est quoi le recel? Le recel, c'est acquérir des biens par des moyens qui sont des moyens illicites. Bon. Moi, je suis sûr que ces chefs d'État sont des gens compétents, plus ou moins, mais ce n'est pas avec leur fiche de salaire qu'ils peuvent expliquer un patrimoine immobilier de plus de 150 millions d'euros, je ne crois pas. Vous imaginez le nombre d'années qu'il faudrait pour le financer. Donc, outre les rapports de la Banque mondiale, du Sénat américain, qui n'est pas une bande de gauchistes frénétiques, et qui a pris position de façon très sévère sur le pillage des ressources gabonaises par M. Bongo et son clan. Le rapport de Carl Levin. Oui, bon, c'est pas moi qui l'ai écrit. Oui. Bon, c'est pas moi qui l'ai écrit. Bon, donc, dès lors que ça paraissait caractéristique du délit de recel, il y a eu cette enquête de police en 2007 qui est venue corroborer toutes les affirmations du CCFD avec des copies de chèques pour acheter des véhicules de 400 000 euros pour des personnes qu'on ne voyait jamais en France, tirées sur le compte de la Banque de France. Enfin bon, le parquet a estimé qu'il fallait classer sans suite, alors que pour des dossiers où il y a 10 fois moins de preuves que les preuves qui ont été récoltées par les services de police français, des juges d'instruction sont désignés tous les jours. Donc tout le monde voit bien que c'était une décision politique. Good. Bon, on va parler du Sherpa, parce que dans mon émission, on ne fait pas de langue de bois. Alors allez-y, ça me va très bien. Great. Sherpa, c'est une organisation réputée. Mais pourquoi se fait-il que, comme on dit en anglais, correct me if I'm wrong, pourquoi se fait-il que quand vous allez dans des pays pour faire des enquêtes, vous demandez que les pays vous payent? C'est un chantage que vous faites. Les pays, vous avez vu ça où, vous? La Guinée équatoriale. Il dit, oui, ce que je dis ici, c'est faux, que vous aviez voulu venir là-bas, parce que et puis, en janvier 2010, vous êtes janvier, et que vous avez demandé qu'il vous paye le transport, de dédommagement ou vos secrétaires, tout. C'est pas du tout ça. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Oui. Je dois dire que j'étais un peu naïf dans cette histoire. L'ambassade de Guinée a voulu prendre contact avec moi par ses avocats. On a été contact de l'ambassadeur. Ils m'ont dit, venez donc. Et je leur ai dit, écoutez, je suis prêt à engager une discussion. Mais si vous voulez que Sherpa démontre que la Guinée équatoriale fait preuve d'une totale transparence dans l'utilisation des ressources pétrolières, c'est pas moi qui vais le faire. Je n'ai pas la compétence pour le faire. Je suis avocat, je ne suis pas analyste financier. Donc il faudra faire venir sans doute des commissaires aux comptes, des auditeurs. J'ai émis cette idée. Et évidemment, si vous voulez qu'il y ait une mission, comme il y a des missions ici ou là privées, il faudra évidemment financer les billets d'avion de ces gens. Et j'ai mis toute une série d'autres conditions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucune volonté de ces représentants de la Guinée d'envisager quoi que ce soit d'intelligent, et que c'était juste un moyen pour eux, de sonder mes intentions et de savoir ce qu'il y avait dans le dossier. Et donc, j'ai claqué la porte. Donc, c'était un piège? Je ne sais pas si c'était un piège, mais enfin, en tous les cas, il n'y avait aucune volonté sincère d'organiser quoi que ce soit d'intelligent, et donc j'ai mis un terme à cette discussion rapidement. Enfin, je n'ai jamais demandé pour Sherpa ni pour moi le moins de centimes, c'est évident. Bon, par contre, ça donne l'occasion de vous dire que j'ai été l'objet d'une campagne, et je continue à être l'objet d'une campagne de diffamation très sévère de la part d'un certain nombre d'officines qui, à travers un certain nombre de sites internet, m'accusent d'avoir des comptes bancaires à l'étranger. D'ailleurs, je vais déposer plainte dans quelques jours. M'accuse d'être financé par des fonds anglo-saxons. Je fais l'objet d'une campagne systématique de discrédit, de diffamation, absolument dégueulasse,
et qui apparaît bien comme une réplique aux actions judiciaires que je mène. Ah, vous avez précédé donc. Alors, il y a cette allégation que vous êtes financé par les fonds comme George, le fondateur, même monsieur aux États-Unis, George Soros. C'est vrai ou faux? Vous dites que c'est une campagne de calomnie. Écoutez, cher monsieur, il y a des dizaines et des centaines d'ONG qui ont été financées par OSI, qui est l'organisation de Soros, des organisations... Y compris le Sherpa. Une seconde, et par des grandes organisations anglo-saxonnes, par des grandes organisations humanitaires. Oui. Et moi, j'ai aucune espèce d'état d'âme à dire qu'on a reçu, il y a quelques années, 20 000 dollars de OSI, la fondation de Soros, oui, qui est une goutte d'eau dans le budget de Sherpa. C'est une goutte d'eau. Donc on n'est pas financé par M. Soros. Mais par contre, on a reçu une subvention il y a quelques années. Mais c'est très honorable de recevoir de l'argent de OSI. Mais dans ce cas, ça vous compromet. Vous n'êtes plus un homme... Mais qu'est-ce que vous racontez? Oui, parce que si vous êtes, par exemple... Attendez, oui, qu'est-ce que vous me racontez? Oui, qu'est-ce que vous me racontez? Je vous dis, monsieur... Je ne vois pas en quoi le fait de recevoir 20 000 dollars d'une fondation américaine présidée par Soros, je ne vois pas en quoi ça va aliéner ma liberté, mon indépendance. Qu'est-ce que vous me racontez? Parce que ces fonds vautours ou ces fonds de monsieur George Soros est lié aux fonds vautours souvent. Mais il n'y a aucune... Attendez. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a rien qui établit une connexion entre les fonds vautours et M. Soros. Oui. Rien. Si vous allez sur le site, si vous faites l'effort, 2 secondes et demie d'aller sur le site de la Fondation Soros, vous verrez que les plus grandes ONG humanitaires et de défense des droits de l'homme en Angleterre et en Europe ont reçu de l'argent d'OSI. Il n'y a rien de déshonorant, il n'y a rien d'affamant. Et j'en ai assez, moi, de cette espèce de campagne dont votre question fait un tout petit peu écho, malheureusement. Non, je vous pose là, non, monsieur Bourdon, je dois vous poser la question que les gens posent. Moi, je vise à suggérer qu'on se rapproche des fonds vautours que je n'ai jamais rencontrés, que je ne connais pas. Oui. Est-ce que c'est mauvais que je vous pose une question qui spécule partout, monsieur Bourdon? Non, c'est pas mauvais que vous posiez des questions. Simplement, je vous demande d'être prudent dans des questions qui véhiculent une campagne diffamatoire dont je fais l'objet. Voilà. Moi, en tant que journaliste, j'ai la responsabilité de poser la question que je lis, même sur n'importe quel site web, et je viens vous poser. Et vous savez comme moi, parce que demain vous pourriez en être la victime, que le web est un moyen de propagation parfois du pire venin et des pires saloperies. Good. Donc, vous pensez donc que dans la campagne que vous menez, est-ce que vous avez le soutien du gouvernement français ou vous trouvez que le gouvernement français est contre ce que vous faites? Attendez, la question n'est pas là. Moi, je préside une ONG indépendante. Je n'ai pas besoin d'avoir le soutien du gouvernement français ou son approbation. C'est pas ma préoccupation. Moi, je fais partie de la société civile. Je suis un acteur libre et indépendant. Et figurez-vous que les actions que nous menons fait que je suis très attentif à tout ce qui pourrait donner crédit à un manque d'indépendance, puisque comme je suis sous une surveillance extrême et que dès que je reçois quelques menus monnaies de M. Soros, on en fait une espèce de drame absolu, de tragédie de l'humanité, donc je prends les choses avec humour et de façon détendue, je suis quelqu'un de totalement indépendant et je ne dépends de personne. D'accord. Maintenant, vous m'avez précédé tout à l'heure sur vos accusations sur les comptes bancaires. Est-ce vrai que vous avez les comptes bancaires dans les îles exotiques des Caraïbes ou des autres parties du monde? Écoutez, cher monsieur, sérieusement, vous imaginez un instant que ces allégations immondes pourraient être vraies? Évidemment que non. Et évidemment que de ma part, ça serait masochiste, absurde et complètement idiot de me mettre dans une telle situation de faiblesse. Évidemment que j'ai aucun compte bancaire à l'étranger. D'ailleurs, je répète que j'ai déposé plainte, je vais déposer plainte en diffamation contre ce torchon. D'accord. Bon, il y a une autre, parce que j'ai reçu dans mon émission un monsieur qui s'appelle Abdulaziz Maïga. Vous vous rappelez de lui? Oui. Good. Mais il dit, vous ne le recevez pas. Monsieur Maïga est venu ici, à un moment donné, il était absolument déterminé et décidé à déposer plainte aux côtés de la coalition présidée par M. Benjamin Toungamani, et pour des raisons que seule une enquête approfondie permettrait d'établir, il s'est auto-persuadé que je l'avais abandonné, que ma porte était fermée, alors que je n'ai cessé de lui envoyer des messages pour lui dire que j'étais solidaire, que j'étais à ses côtés. On l'a reçu tardivement le soir, j'ai pris sur mon temps. Et il semble qu'il y ait eu quelques forces obscures qui se soient mises en œuvre pour déstabiliser ce jeune homme qui a toute ma sympathie et mon amitié. OK. Alors, maintenant, quelle est votre relation, Sherpa, parce que vous êtes la figure emblématique, avec des ONG
gabonais ou des associations gabonaises, congolaises ou équato-guinéennes? Je n'ai pas de relation privilégiée avec tel ou tel. Je suis en contact avec un certain nombre d'ONG en Afrique, ici ou là, avec lesquels on entretient de bonnes relations, oui. D'accord. Mais il y a, dans la zone du golfe de Guinée, il y a une certaine influence il y a une lutte d'influence qui se fait actuellement. Il y a même le livre récemment écrit par M. Pierre Péan qui parle de Crash en Afrique, les luttes d'influence des puissances. Je vois que vous avez très bonne lecture. Good. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que vous avez reçu peut-être des miettes de George Soros... Oh, c'est une obsession chez vous. Non, c'est une obsession. Hein. Ce n'est pas une obsession. Je veux la réalité, monsieur. Ah non, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez attendez, je vous ai répondu à cette question. Je considère que je n'ai plus à répondre à cette question. Est-ce que vous ne pensez pas que... Cher monsieur. Oui, monsieur. Je vois que c'est une obsession chez vous. Oui. J'ai déjà répondu. D'accord. Je n'ai rien d'autre à dire de plus que ce que je vous ai déjà dit. Vous n'avez rien d'autre à dire sur cela? Good. Bon, on revient alors maintenant sur la campagne. Je vois que vous êtes très imprégné de cette campagne, manifestement. Oui, parce que je passe le temps en tant que là pour lire. Et moi, j'ai entendu beaucoup de choses sur vous. C'est un honneur de vous rencontrer personnellement aujourd'hui. Ouais. Good. Est-ce que le fait qu'en Afrique, il y a 53 États, quand vous vous focalisez sur 3 de ces chefs-là, de ces chefs de ces États, est-ce que vous ne pensez pas que les gens pensent que je suis obsessionnel sur les questions que j'ai posées? Est-ce que vous-même, Sherpa et Transparency International, les autres, ne font pas une fixation sur ces chefs d'État-là? Est-ce qu'ils sont les plus corrompus? Je vous ai déjà répondu, je vous réponds, je ne suis pas sûr que vous écoutiez bien mes réponses. Je ne suis pas responsable, vous n'êtes pas responsable du fait que les preuves de cette présomption de détournement d'argent public les plus spectaculaires résultent du fait que ces chefs d'État ont choisi Paris et la région niçoise pour, en leur nom propre, il suffisait de lire les pages jaunes de l'annuaire, acquérir ce patrimoine immobilier. Je ne suis pas responsable, vous n'êtes pas responsable. S'il y avait des preuves sur d'autres chefs d'État, nous aurions élargi évidemment notre plainte. Je crois que je vous ai bien répondu là. Good, vous avez bien répondu, mais je reviens sur les pages jaunes. Est-ce que la base de votre allégation a été voir les noms sur les pages jaunes ou vous avez mené les enquêtes? Cher monsieur, je ne vais pas vous dévoiler tous les termes de l'enquête. Il y a bien autre chose que les pages jaunes. C'est un indice. Mais il y a évidemment tous les autres éléments de preuve. Vous imaginez bien un instant, compte tenu de la protection dont bénéficient ces chefs d'État, que si il y avait que les pages jaunes, jamais une enquête de police aurait été ouverte. Si vous réfléchissez 2 secondes. D'accord. Bon. Donc vous pensez que... Et alors maintenant, votre bataille... On termine bientôt parce que Good. Oui, on va terminer bientôt. Encore 2 questions. Oui. La question que je voulais vous poser maintenant, est-ce que vous, en dehors de ce que vous entendez, quelle autre chose, est-ce que vous êtes déjà allé dans ces pays-là où... Je me suis beaucoup promené en Afrique, oui. Est-ce que vous êtes allé au Congo? J'ai été 4 fois au Congo. Quelle année? J'ai été 4 fois au Congo. Écoutez, je ne vais pas vous raconter ma vie personnelle. J'ai été 4 fois au Congo, à plusieurs reprises, défendre des personnes qui avaient été injustement incarcérées devant le tribunal de Pointe-Noire. Est-ce que vous êtes déjà allé au Gabon? Non, mais je ne vais pas y aller tout de suite. Great. Et en Guinée équatoriale non plus? Non plus. Good. Alors, qu'est-ce que, aujourd'hui, quel est votre futur plan? Parce que sur le continent africain, le plan que parce que c'est que les Africains. Moi, j'ai eu une interview dans la rue avec des gens. Les gens disent, vous faites quelque chose de bien, mais que vous devez pousser plus. Alors, je vais vous répondre à cette question. Ça sera la dernière réponse. Oui. Je répète clairement et fermement que nous n'avons aucune espèce d'obsession à l'égard de ces familles-là. Je répète que des preuves spectaculaires ont été réunies dans le cadre de l'enquête de police, s'agissant de ce patrimoine immobilier, qui, quel que soit le talent immense de M. Sassou Nguesso, Bongo et Obiang, ne peut pas expliquer ce nombre considérable de comptes bancaires et ce patrimoine immobilier et ce portefeuille de voitures de luxe absolument invraisemblable. Et je répète que si l'enquête s'élargit à d'autres chefs d'État, y compris non-africains, je pense que si on va dans un mouvement d'universalisation de ces procédures, eh bien, on rendra hommage au droit international, on servira l'intérêt des populations concernées, et j'espère bien d'ailleurs que cette dynamique va se mettre en route maintenant dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je n'ai pas de plan a priori, comme vous pouvez l'imaginer. Moi, je fais confiance en la justice de mon pays, des juges d'instruction vont être désignés, maintenant la parole est aux juges. D'accord. Alors, Monsieur William Bourbon, c'était un honneur de vous avoir. Il faut savoir que beaucoup de gens en Afrique et dans ces pays que vous aiment. Une des choses les plus émouvantes que j'ai reçues, c'est
des coups de téléphone de gens qui m'ont téléphoné de Libreville ou de Brazzaville, des dizaines de coups de téléphone, de mails, et qui m'ont dit « Maître Bourdon, formidable, bravo, vous nous sortez de l'obscurité, vous effritez le mur de l'impunité. Là, de mon balcon, je vois des femmes qui jettent des nouveau-nés dans la poubelle, tellement elles sont incapables d'avoir des moyens de subsistance pour les nourrir. C'est à quelques centaines de mètres du palais présidentiel qui regorge de richesses. Merci, Maître Bourdon, d'avoir brisé le mur de l'impunité devant lequel nous nous trouvons. Good. Alors, Maître Bourdon, c'est un honneur de vous avoir. Merci.